où on continue de traiter la souveraineté comme une option et plutôt que la manière d'une nécessité existentielle. L'indépendance, c'est pas seulement le meilleur choix pour le Québec, c'est le seul choix possible pour le Québec. C'est la seule figure à travers laquelle le peuple québécois a encore un avenir. Les indépendantistes peuvent l'emporter en 2026. Si les indépendantistes réussissent à organiser dans les mois qui suivent un référendum sur l'indépendance, je pense que l'état de la conscience collective au Québec est tel en ce moment. Les Québécois ont enregistré le fait qu'ils pourraient disparaître. Ça, je pense que c'est central. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Une impression? C'est un mélange d'impressions. Je dirais 1000 conversations privées, le retour de la question identitaire dans l'espace public. À un moment donné, la question identitaire, pendant longtemps, elle n'était pas là où elle se réduisait soit à la question du français, soit à la question de la laïcité. Mais les choses convergeaient pas. Parce que dans les sondages, ça n'a pas monté tant que ça. Là. Ça reste en 35. Ah, mais alors moi, j'ai une vision un peu différente là-dessus. Il faut juste se souvenir, il y a 3, 4, 5 ans, où l'appui à l'indépendance était devenu résiduel. Ah, il y avait un 30% des sondages, mais c'est un 30% qui donnait rien. Mm-hmm. Les gens votaient pas en fonction de ça, donc c'était souverainiste, mais ils pouvaient voter pour ce qu'ils voulaient. Là, le Parti québécois est parvenu à remobiliser le vote souverainiste. Donc, vous êtes souverainiste, vous pensez que c'est important, vous votez... donc, il a réussi à faire en sorte que le Parti québécois est premier dans les sondages aujourd'hui. Autour de 32 quand ça va mal, mais il faut pas oublier qu'il a failli disparaître. 34, 35 quand ça va bien. Donc, un Parti québécois qui est premier dans les sondages. Qui, imaginons, prend le pouvoir en 2026. C'est pas certain, mais c'est possible. Les sondages actuels le laissent croire. Dans ce scénario, le Parti québécois dit on fait un référendum un peu à la Parizeau dans l'année qui suit la prise du pouvoir. Là, il y a plein de gens qui, pour l'instant, parce que les gens en général veulent penser vers autre chose qu'à la politique, puis je les comprends. C'est-à-dire, si tout le monde avait mon rapport à la politique, on serait dans un monde de fous. C'est-à-dire, il faut pas que tout le monde soit genre à penser à ça tout le temps. Bon, mais là, le gouvernement du Québec dit un référendum. Bon, là, on est obligé de se positionner. On préférerait ne pas avoir à le faire, mais on est obligé de le faire. Très bien, on le fait. Je pense que beaucoup de gens qui, aujourd'hui, se tiennent en retrait. Mais cette question-là, lorsqu'on la pose, il peut avoir un effet tonifiant, appelons ça comme ça. D'autant qu'il y a une élite souverainiste émergente, nouvelle, des gens, des gars, des filles qui je dirais, qui sont rendus quelque part dans la quarantaine, sont rendus dans des fonctions actives dans la société, qui ont jamais ils ont peut-être eu la chance de voter oui en 95 s'il y avait l'âge, mais sinon ils n'ont pas eu l'occasion. Mais ils ont été élevés quand même dans cette idée que le Québec devrait être un pays. Et là, ces gens-là, si on leur pose la question, si on leur donne l'occasion, il se pourrait bien qu'ils, à tout le moins c'est le pari que je fais, qu'ils disent ok, bon, on est là. Donc il y a une espèce d'effet d'enclenchement qui est possible. Ensuite, il y a toujours un pari dans l'histoire, mais moi je suis de ceux qui disent, je l'ai dit à quelques reprises, ne pas tenir le 3e référendum, c'est le perdre. Parce que vu ce qu'on a s'est dit sur la démographie, la langue et tout ça, un jour, on ne pourra tout simplement plus le tenir. Ça va être perdu d'avance. On va essayer de faire l'indépendance du Lac-Saint-Jean. Mais donc là, on est dans une conjoncture démographique où c'est encore gagnable, et de ce point de vue, on peut pas la gaspiller. Donc, tout en sachant que c'est un risque, mais bien franchement, on nous dit, si vous le perdez, imagine ce que va devenir le Québec dans le Canada. C'est vrai, mais on le devient déjà, là. On le devient, la défaite des faits, j'en suis convaincu, puis mieux vaut pas perdre dans la vie, mais là, il faut voir ce qu'on est en ce moment, la régression qui est la nôtre, que je pense que tout patriote québécois sincère ressent d'une manière ou de l'autre intimement, viscéralement, puis on se dit, il faut donner un grand coup pour être capable de débloquer la situation. Ensuite, on verra quel sera le scénario politique de 2026, mais je vois une ouverture qu'il y a quelques années encore, on ne voyait pas. Mais oui, je pense que le prochain référendum, on le commencera pas à 50%, là. Mais il faut se dire il faut tout faire pour qu'en 2026, que l'appui à l'indépendance soit officiellement autour de 41, 42, 43. Puis à partir de là, ça permet de lancer la prochaine étape, je crois. Okay. Ça serait quoi la solution pour justement y arriver à ce 3e référendum-là? Alors, il y a plusieurs éléments. Je pense que il y a un contexte qui se dessine, premièrement. C'est autour de ce qu'on a évoqué depuis tantôt, le retour de la question identitaire dans toutes ses dimensions, immigration, langue, laïcité. Quand le fédéral va casser d'une manière ou de l'autre la loi 21, on ne sait pas de quelle manière, mais il va chercher à la neutraliser. Donc la loi 21, qui est le résultat de la quête de laïcité au Québec depuis le milieu des années 2000, et là, finalement, Ottawa va peut-être nous dire « Ah oui, mais pas pour les enseignants. » Ah bon, d'accord. Donc l'essentiel, vous nous l'enlevez, vous faites croire qu'on conserve le bon. Donc ça, je pense qu'il va y avoir une forme de Meach 2 qui se dessine autour de ça.
il va y avoir, donc il y a aussi la question, comme je dis, toutes les questions linguistiques qui reviennent. Il y a aussi, ça je pense que c'est important, les souverainistes ils doivent adapter leur stratégie. Qu'est-ce qui nous a manqué en 95? C'est notamment la région de Québec. Qu'est-ce qui nous manque dans la région de Québec? C'est le vote de ceux qu'on pourrait appeler des éléments plus conservateurs. Je pense à Éric Duhem, par exemple. Éric Duhem, on peut aimer, ne pas aimer, la question n'est pas là. La question est que Éric a voté oui en 95. Éric est historiquement un indépendantiste. Éric considère aujourd'hui, Éric Duhem, que l'indépendance est une affaire de gauchistes, et puis surtout, il gère une base électorale qui est pas trop sensible à ça, parce qu'elle porte le vieux fond d'hostilité canadien-français à l'endroit du nationalisme montréalais. Bon. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Duhem, puis il dirait le contraire publiquement, j'en doute pas, mais je crois que s'il y a un référendum, il vote oui. Donc le jour où un Éric Duhem est capable d'amener avec lui une partie de la droite de Québec... qui remplacerait un peu Mario Dumont. C'est pas... Duhem, c'est un morceau de Dumont. Ouais. Mais c'est pas tout Dumont, mais c'est aussi un morceau du Québec que Dumont auquel ne parlait pas. Donc c'est une partie... Donc moi, je pense qu'il faut avoir, quand on est souverainiste, une stratégie, un discours qui est capable de réintégrer cette part de la droite, entre guillemets, de Québec, qui est sensible au nationalisme québécois, mais se méfie du péquisme égal socialisme, égal gauchisme, égal tout ça. Ouais. Donc, tu sais, les écolos socialo, néo-féministos, montréalais. Donc là, il faut être capable d'intégrer ces gens-là. Donc, il faut leur parler. C'est drôle parce que, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, d'un côté de QS, se fait traiter d'extrême droite, puis du côté de Duhem, ben, il se fait traiter d'extrême gauche. Ouais, mais moi, je le trouve assez bon, franchement. Parce que, moi, qui aurait annoncé que le PQ aurait pu renaître ainsi alors qu'il était au seuil de la disparition? C'est impressionnant ce qu'il a fait. C'est impressionnant ce qu'il a fait. Et PSPP, mettons qu'on regarde son bilan. Très critique envers le wokisme. Ça devrait plaire à une partie de la droite de Québec, ça. Il est critique envers le concept. Il a refusé de plier le genou devant le concept de racisme systémique. Il est conscient, il envoie souvent le message que les éléments conservateurs sont les bienvenus dans le mouvement national. Bon, mais là, à un moment donné, il faut que ça soit entendu. Mais je pense qu'il faut être capable de rejoindre cet électorat-là. Donc, c'est un électorat qui se donne de manière dispersée, chez Éric Duhem, chez Maxime Bernier. Et ben, tous ces gens-là, moi, je ne suis pas de ceux qui les regardent avec condescendance et mépris, loin de là. Ils incarnent un segment de l'électorat. Ça peut être de 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12%, dépendamment les sondages, dépendamment les circonstances. Mais ils vont faire partie du camp du oui. Tout comme, évidemment, Québec solidaire va faire partie du camp du oui. Ouais, c'est ça. Mais le camp national... Alors, on n'est pas comme en 95 où tout le camp du oui, finalement, est piloté. Et ça, bon, je dirais, où le Parti québécois est le point de convergence absolu. Il va y avoir des forces... En 95, il y avait aussi évidemment l'ADQ, mais là, il va y avoir imaginons qu'un référendum est lancé. Non, mais il va y avoir de la place dans le camp du oui, donc pour le Parti québécois qui va le piloter, pour une partie de la CAQ. Une partie de la CAQ restante, si reste à la CAQ des gens comme Jolin Barrette, Drainville, tous ces éléments-là qui sont objectivement des souverainistes, ils vont se rallier. Donc une partie de la CAQ qui va faire partie de la coalition. Québec solidaire, bon, ils vont se diviser entre eux, mais au final, on va avoir un Nadeau Dubois, qui est un indépendantiste. J'ai pas grand-chose en commun avec lui, mais je suis capable de constater qu'il est indépendantiste. Duhem, est-ce qu'il va embarquer là-dedans? Mais là, ça va être sa responsabilité. Je pense qu'il peut. Bernier, j'ignore ce qu'il pense, mais le type, historiquement, est pas hostile à la décentralisation. Il dit je l'ai déjà interviewé une fois, il disait, quand la question se posera, on verra, mais pour l'instant, je mène mon projet de décentralisation du Canada. C'est très bien, c'est son choix. Mais quand la question est posée, quand on est obligé de trancher, donc, tous ces gens-là qui ont une influence. Ouais, puis qui représentent des segments de l'électorat différents, auront l'occasion, je pense, de se rassembler. Je ne préjuge pas du choix de chacun. Je dis qu'il y a la possibilité de construire une coalition assez large cette fois-là, contrairement à ce qu'on pense. Il faut mettre les égos de côté, puis bien sûr. Tout se rassembler, s'unifier. Ah, mais bien sûr. Puis je rajoute 2-3 gars là-dedans, mettons, ou filles. Yves-François Blanchet, qui est capable, comme chef du Bloc, de parler d'une forme de nationalisme plus régional au Québec. Il faut pas l'oublier, il est capable d'interpeller cet électorat-là. Puis des figures médiatiques qui comptent aussi. Donc tout ça, mais il faut savoir qu'un référendum, il y en a globalement, là, si on le rate celui-là, là, ça va mal. Donc je pense, pour reprendre la formule, qu'il faut mettre le plus possible les égos de côté. Tout en sachant qu'en politique, ça se fait jamais complètement. Je connais personne qui en politique est absolument étranger à son égo. Bon, ça fait partie de la vie. On peut inviter chacun, à défaut de l'effacer, à le relativiser. Est-ce qu'il y aurait une autre voie que le référendum pour... Non, il y en aurait eu une. Si le PQ avait pas, sous
les conseils de Claude Morin, qui est un homme qui est honorable, qui a écrit des choses essentielles. Bon, Morin, lui, est à l'origine de la stratégie référendaire, qui dit jamais l'appui à l'indépendance ne sera accepté s'il n'y a pas un référendum qui vient la sacraliser. Pas la sacraliser, la consacrer. On aurait pu, en 70, si on prenait le pouvoir, le Parti québécois prend le pouvoir, fait l'indépendance, c'était le plan. En 73 aussi. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir sur ça. Il y a eu un référendum en 80, puis en 95, donc il y a un précédent. On peut pas avoir fait 2 référendums puis dire que la 3e fois, on n'en fera pas. Donc, il s'agit de le gagner, tout en sachant que par ailleurs, c'est de plus en plus compliqué parce que, encore une fois, le poids des francophones baisse au Québec. Mais je pense qu'il n'y a pas de passage autre que le référendum pour accéder à l'indépendance. Donc, aussi bien le gagner. Ça serait quoi un scénario où ce que le Québec se dit non une 3e fois, puis il n'y en a plus là, de référendum? Il y aura un effondrement, mais l'affaire, c'est qu'on y est déjà, c'est ça l'affaire. C'est pas comme si on va très bien en ce moment, puis une 3e défaite nous ferait sortir de notre très bien, puis on irait mal soudainement. Ce sera un accélérateur des tendances actuelles. Donc, accélérateur de l'échec, l'incapacité totale à intégrer, l'anglicisation des nouvelles générations qui intérioriserait la défaite collective. Un Québec qui serait multiculturalisé comme jamais par les politiques publiques fédérales. Un Québec où la laïcité et tous les acquis identitaires relatifs des dernières années finiraient par s'effondrer. Bon, mais alors, si tout ça... Donc, pour moi, ce serait la fin du Québec à moyen terme. Le problème, j'y reviens, c'est que si on ne fait rien, c'est la fin du Québec aussi à moyen terme. C'est pas comme, on va attendre le bon moment pour faire le référendum en 2056, puis celui-là, on va le gagner, puis ça va bien aller. C'est qu'on n'a plus tant de temps que ça devant nous. On n'a plus tant de temps que ça devant nous. Mais on peut par ailleurs... si on le perd, il y a un accélérateur. Je me trompe, je vois les choses telles qu'elles sont. Mais je pense que ne pas l'obtenir, c'est poursuivre ce chemin-là de toute façon. Donc, faut juste c'est ce dont on doit prendre conscience aujourd'hui, et c'est ce qui n'est pas enregistré suffisamment dans le discours public, où on continue de traiter la souveraineté comme une option, et plutôt que la manière d'une nécessité existentielle. L'indépendance, c'est pas seulement le meilleur choix pour le Québec, c'est le seul choix possible pour le Québec. C'est la seule figure à travers laquelle le peuple québécois a encore un avenir. Bon, alors il faut en tirer les conséquences. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gaby Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.